Mon cher président, chers amis des représentants des collectivités locales, chers amis journalistes, chers amis en général, c'est toujours un bonheur pour moi de revenir dans ce jardin de la rue de Mons, où j'ai mes premiers souvenirs de festival. Et c'est aussi toujours un bonheur de partager ce moment avec vous, de souvenirs, de récapitulatifs, de synthèse, si j'en suis capable, de l'aventure extraordinaire que nous avons passée. Nous avons vécu une édition particulièrement puissante sur le plan intellectuel, politique et bien sûr, avant toute chose, artistique. Je voudrais remercier le public, toujours extraordinairement présent, très fervent, capable de s'enthousiasmer comme un volcan pour des œuvres qui ne sont pas toujours faciles. Et cette année, nous avons vu notamment des triomphes, des standing ovations, comme j'en ai rarement vu, je dois dire, au festival, et quelquefois pour des œuvres qui ne se donnaient pas a priori comme les plus immédiatement susceptibles d'entraîner une adhésion unanime. Je vais en citer quelques-unes. Tout d'abord, le spectacle de Roland Osé, qui avait choisi un sujet qui pouvait paraître aride, qui était celui de l'Europe, avec le texte merveilleux de Laurent Godet. Ça se terminait par un moment de danse et de fête, de partage et de convivialité, tout à fait inattendu avec un tel sujet. C'était le cas du succès incroyable de ce petit spectacle suisse que personne n'avait vraiment vu passer dans la programmation et qui s'appelle Phèdre. J'ai eu le bonheur de voir aussi les gens debout acclamer le spectacle de Christiane Jataï, qui, sur le plan formel, relevait d'une totale audace, puisqu'il s'agissait d'un objet à mi-chemin entre brisant les frontières, c'est encore plus juste dans la grammaire de Christiane Jataï, brisant les frontières entre l'image, la scène, la salle, le public, les présents, les absents. Succès unanime aussi pour le magnifique spectacle de Kirill Serebrennikov, Outside. J'ai eu l'émotion de l'avoir immédiatement en ligne après le spectacle. Il avait suivi par Skype le spectacle, donc il a pu assister malgré tout à cet immense triomphe qui ne tenait pas simplement au fait qu'il est toujours détenu à Moscou, mais de l'extraordinaire réussite formelle, artistique de son spectacle, qui, en dépit de la violence de ce qu'il vit, nous a proposé 2 heures profondément apaisantes, mélancoliques quelquefois, et qui, doublait de son aventure personnelle, de celle d'un homme extraordinaire qui est Ren Hang, photographe qui a présenté la Chine sous un jour totalement nouveau. La Chine présentée sous un jour tout à fait nouveau. C'était aussi le spectacle Ordinary People, qui à lui seul pourrait être emblématique de ce qui s'est passé dans le festival, le spectacle de Benoît et de Claudia Strodobova. Là aussi, j'ai vu un succès absolument incroyable pour une forme appartenant, comme on le dit, à l'indiscipline ou à la pluridisciplinarité, à la fois danse, théâtre et musique, mais dont l'intelligence et l'élégance intellectuelle a séduit le public. Et puis, dernier succès, peut-être pour moi le plus grand, le plus puissant, celui de la maison de thé. C'est vrai qu'une proposition de 3 heures de spectacle sans entracte, au départ le spectacle faisait 4 heures, donc on a quand même un peu épargné les spectateurs d'Avignon. Le spectacle faisait 4 heures et c'est lui qui a choisi pour la version d'Avignon de le réduire à 3 heures. Spectacle immense. J'ai eu l'impression, moi personnellement, de découvrir là un des plus grands maîtres de la scène internationale, peut-être un des plus grands noms de l'histoire du théâtre. Je tiens à rappeler que Wen Hui, Ren Hang ou Monsieur Meng venaient
pour la première fois bien sûr au Festival d'Avignon, Ren Hang bien sûr à titre posthume, mais que c'était la première fois que des spectacles chinois s'exprimaient au Festival d'Avignon, que des artistes chinois se faisaient entendre au Festival d'Avignon. C'est passé un peu inaperçu, mais on l'a oublié. La Chine est quelquefois très très loin de nous, et avoir créé ces ponts ne sont pas la moindre de nos fiertés. Il est vrai que la critique est passée à côté du spectacle de la Maison de Thé. Je le regrette très profondément, mais je suis heureux d'avoir vu à la dernière plus de 25 minutes de public debout, concluant la présence de 8000 spectateurs qui, alors que la salle n'était pas pleine au début, par un bouche à oreille très puissant, ont pu célébrer le génie contesté mais incontestable de toute la troupe de Ming. Je suis fier aussi que cette programmation ait eu une cohérence. On peut pécher par excès de cohérence, mais je pense que ça n'était pas exactement notre cas. Je le dis et je le redis, peut-être faudra-t-il que je le dise 10 000 fois pour que cela soit entendu. Quand le festival sera seulement une liste de grands spectacles internationaux que tout le monde connaît, avec des artistes que tout le monde connaît, il sera un pléonasme et il mourra. C'est bien l'inverse que nous demande le public et nous sommes heureux de pouvoir lui répondre. C'est au festival qu'on a découvert ceux qui font les noms de demain. Je vous assure que quand je programmais autrefois Ostermeyer et Ivo Van Hove, on me disait « Mais pourquoi vous ne programmez pas Peter Stein et Luc Bondy ?» C'est une éternelle histoire. Je suis heureux qu'on continue de la vivre, cette éternelle histoire. La cohérence de ce festival, c'est que la programmation exerce des effets de miroir, de réponse, voire de dialectique entre les différents spectacles. Bon, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Tous les spectacles ne sont bien sûr pas inféodés à une thématique, que d'ailleurs je n'ai pas appelée thématique, que j'appelle fil rouge, pour essayer quand même de la laisser plus légère, et qu'on n'ait pas l'impression que j'impose aux artistes une thématique politique ou sociétale, fût-elle légitime. Il est bien clair que le merveilleux spectacle de Masha Makeyev, que le Lewis Carroll, que le merveilleux spectacle Blanche-Neige, très beau texte de Marie-Di Lasserre, que le spectacle Amitié, que j'ai pu voir hier à Roquefort-du-Gard, que le spectacle de Péléas et Mélisande, d'Oscara, de Outwitting the Devil ne font pas directement partie du fil rouge, à moins de vraiment tirer ce fil-là jusqu'à l'incohérence, justement. Donc non. Toute la programmation n'est pas inféodée à un besoin de parole politique ou à une prise de parole politique, pas du tout, mais il se trouve qu'il y a des éléments de cohérence. J'avais proposé l'Odyssée parce que j'avais vu apparaître l'Odyssée, que ce soit Sonia Videra-Terton ou Christiane Jataï, j'avais vu apparaître l'Odyssée. Je n'imaginais pas que Tamara El-Saadi, un autre très grand succès d'ailleurs du festival, pour une jeune femme tout à fait inconnue, place ce récit directement lié à ces thématiques du déracinement, de l'étranger, du voyage, de l'exil politique, etc. Oui, ça a été très présent cette année, et bien sûr au-delà des spectacles, dans les débats, dans les rencontres, dans cette extraordinaire exposition de SOS Méditerranée qui m'a ému vraiment plus que tout discours et a mis certains spectateurs au bord des larmes. Ces quelques photos héroïques, je suis heureux qu'on les ait vues à Avignon. Je ne pense pas qu'on puisse pécher non plus par excès de conscience politique. Il y a un autre thème, pour le coup, que je n'avais pas imaginé, que je n'avais pas prémédité, et que j'ai vu apparaître avec des spectacles très très différents formellement les uns des autres. C'est celui du rapport entre la petite histoire avec un petit H et la grande histoire avec un grand H. Entre l'histoire comme récit construit, quelquefois construit par une volonté étatique, et la petite histoire, le récit individuel. Et ça m'a vraiment bouleversé, parce que je crois qu'on a là une pensée, une parole
qui s'exprime partout dans le monde de manière différente. La voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est très beau que le spectacle de Benoît s'intitule Ordinary People, parce que je pense que ça pouvait presque servir de thème à un grand nombre de spectacles. Je pense à Faustin Lignécoula, par exemple, ou Yacouba Konaté, des spectacles peut-être un petit peu plus discrets, mais qui ont tous décliner cette question. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Qu'est-ce qui écrit l'histoire? Et est-il possible que la vie, non pas de tous, mais de chacun, échappe à cette grande roue de l'histoire? Et là encore, c'est le spectacle de la Maison de Thé qui m'a profondément bouleversé. Dans sa dernière image, une immense roue, probablement la roue de l'histoire, mais peut-être aussi la roue de la violence politique qui broie ce fragile salon de thé fait de papier, bien évidemment, puisqu'il est une métaphore à la fois de la parole poétique et de l'exercice que nous faisons avec les artistes. Fragile, certainement, minoritaire souvent, et pourtant notre voix se fait entendre à travers le monde. N'oublions jamais l'incroyable résonance mondiale que peut avoir le Festival d'Avignon, bien plus grande que tous les théâtres parisiens. C'est une chose dont nous avons l'habitude, mais nous devons continuer à nous en émerveiller. Et que des artistes chinois rentrent dans leur pays couronnés par tant de succès au Festival d'Avignon est un élément crucial pour continuer leur travail et pour faire entendre des voix différentes. Sur le plan purement quantitatif, je regrette de ne pas vous donner de chiffres bien originaux. Ce sont pratiquement à quelques détails près les mêmes chaque année, mais nous ne devons pas les considérer comme une banalité. Que nous ayons un taux de fréquentation qui est entre 95,5 et 95,6, le dépouillement n'étant pas tout à fait fini, il est quelquefois très long, c'est technique. C'est presque chaque année, mais ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas simplement par un claquement de doigts. Et je dois vraiment remercier toutes les équipes du festival, les équipes techniques bien évidemment, les artistes bien évidemment, mais aussi les équipes d'accueil et les équipes de la billetterie qui font discrètement chaque année un véritable exploit. L'organisation de cette billetterie, de cette mise à disposition des billets est une chose extrêmement complexe dans un temps très court. Le passage à la numérisation et à la numérotation a été pour nous véritablement une odyssée. Je pense que on est plus proche de répondre à la demande du public. Le public, c'est lui qui nous légitime, c'est à lui que nous nous adressons, c'est lui qui répond, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui est le sens même du Festival d'Avignon. N'imaginons pas non plus que cette idée du Festival d'Avignon comme service public est inscrite pour toujours dans le marbre. Demain, ce sera l'anniversaire, demain ce sera un anniversaire important, celui du ministère de la Culture, qui aura 60 ans. Alors, ce chiffre peut nous surprendre si on pense que le Festival d'Avignon, lui, a 73 ans. Ça veut dire qu'il a été antérieur au Festival de la Culture, qu'il est l'aîné du ministère de la Culture, joli lapsus. Donc ce Festival de la Culture a été l'aîné du ministère de la Culture. Il faut s'en rappeler que l'idée de service public, de servir le public d'une subvention qui n'est pas un mécénat d'État, mais qui est au contraire au service du public, c'est-à-dire de la démocratie, d'une certaine idée de la démocratie, d'une démocratie qui ne peut pas se passer de la culture, cette idée-là, nous la défendons tous ensemble, nous continuons à la défendre, nous la faisons entendre dans un gigantesque rayonnement à travers le monde, mais il ne faut pas oublier qu'elle est d'une très très grande fragilité. N'imaginons pas qu'elle est là pour toujours, elle a une immense fragilité, et demain, après-demain, un coup de couteau politique peut y mettre fin. Ne l'oublions jamais. Donc soyons fiers de ces chiffres, soyons fiers de la
la ferveur du public, de l'adhésion du public, et soyons fiers aussi de tout ce qui ne peut pas se raconter à l'image de ces histoires avec un petit H, de toutes ces rencontres, de tous ces débats, voire de ces polémiques qui font la vie du Festival d'Avignon. Alors je sais que vous attendez surtout que je vous dise des choses sur le prochain festival. Vous avez raison d'ailleurs, c'est heureux de finir un festival en parlant du prochain. La première chose est que le prochain sera mon avant-dernier festival. Ce sera notre avant-dernier festival à Paul Rondin et à moi, puisque comme prévu et comme nous l'avons toujours dit, nous nous arrêtons tous les deux à la fin de ce deuxième mandat en 21. Mais on n'est pas encore au temps des adieux. Pour cet avant-dernier festival, nous allons proposer un fil rouge qui s'éloignera peut-être un peu des thématiques sociétales et politiques, ou peut-être qu'il les appréhendera par une autre voie, qui est Eros et Thanatos. Alors je m'empresse de dire que j'espère qu'il y aura plus d'Eros que de Thanatos. Vous aussi, j'imagine. Eros et Thanatos, pourquoi? Là encore, parce que je l'ai vu apparaître dans beaucoup des propositions des artistes que nous avons déjà sollicitées pour l'édition prochaine, avec un questionnement assez large sur notre corps aujourd'hui. Est-ce qu'on vit le corps comme nos grands-parents le vivaient? Je ne le pense pas. Notre corps aujourd'hui, à l'heure d'une médiologie tout à fait nouvelle, d'une technomédiologie tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité. Comment vivons-nous la mort? Comment vivons-nous la sexualité, l'amour, le désir? Comment vivons-nous le fait d'avoir des prothèses, y compris des prothèses d'intelligence artificielle qui débarquent dans la conscience que nous avons de nous-mêmes? Voilà, ce sera parmi les questions du festival de l'année prochaine. Eh bien, il me reste à souhaiter que vous vivrez cette année avec la même impatience que toutes les équipes du festival qui n'ont pas fini leur travail. Bon courage, un mot particulier, ce sera ma conclusion. Bon courage aux équipes qui vont démonter. Ils ont eu la malchance d'avoir pour le démontage une période caniculaire, et ils ont pour le montage une période caniculaire, et ils ont pour le démontage de nouveau une période caniculaire. C'est vraiment, le ciel n'a pas été avec nous pour le coup, donc je voudrais les remercier. C'est un travail harassant de démonter cette énorme architecture qu'est le festival. Oui, c'est une grande architecture. Merci à Pascal Rambert d'avoir mis ce mot dans la cour. C'est une architecture qu'on monte et qu'on démonte chaque année, qui reste fragile, et dont nous sommes nous-mêmes les arcs-boutants, et peut-être les premières et les dernières pierres. Merci à tous, merci de m'avoir écouté. Je réponds très volontiers à quelques-unes de vos questions. Bonjour et merci beaucoup. J'avais 3 questions, mais je vais faire court. La première, le bruit court, que ce sera Bellorini qui ouvrira la cour l'année prochaine. Je voulais vérifier la rumeur. La seconde, je voulais savoir, et là je parle au metteur en scène, s'il y a un espoir que un album sorte des chansons de L'Amour Vainqueur, qui est l'un de mes spectacles préférés de tout le festival, je l'avoue. Merci beaucoup. Et une troisième question, je voulais que vous éclairiez la façon dont vous choisissez les spectacles de danse, parce que autant en théâtre, je trouve que depuis que vous dirigez ce festival, il y a une cohérence totale, autant en danse, j'arrive pas à comprendre. On navigue entre la danse très expérimentale, la danse très figurative, et je suis perdue. Merci Olivier. Alors, 3 questions. Il y a toujours toutes sortes de rumeurs formidables au Festival d'Avignon. J'adore ça. Ce n'est pas Jean Bellorini qui ouvrira le festival dans la cour d'honneur l'année prochaine. Voilà le seul élément de réponse que je peux donner. Oui, on va faire probablement un disque, peut-être un DVD. Ça a été très demandé. On regrette de ne pas l'avoir fait sur les chansons de L'Amour Vainqueur. Troisième élément de réponse, mais qui était dans la question elle-même. C'est vrai, j'ai envie de ne pas avoir de rapport de chapelle avec la danse.
de présenter des danses qui peuvent être considérées, modes de danse qui peuvent être considérés comme néoclassiques ou néo-modernes. C'est probablement le cas de MacGregor, certainement. Et au contraire, des danses qui sont beaucoup plus proches de la non-danse et qui sont plus déstructurées sur le plan du geste. Alors comment je choisis de manière probablement subjective, mais cette subjectivité est limitée par un désir de présenter des esthétiques différentes et puis par les propos, pas simplement par les grammaires du geste ou par une école, mais par le propos des artistes, puisque la danse, d'abord la danse parle depuis quelques années, mais même quand elle ne parle pas, elle a quelque chose à dire et j'essaye de lui donner la parole. Une quatrième question, oui. Ce n'est pas une question, c'est simplement j'aimerais saluer la prise de risque que j'ai vue tout au long de ce festival, à bien des endroits de cette édition, d'avoir fait venir de très nombreux artistes qui n'étaient jamais venus en Avignon, d'avoir présenté la création d'un grand texte contemporain dans la cour d'honneur. Je crois que ça n'était pas arrivé depuis 12 ans, d'avoir fait venir du théâtre chinois très exigeant qui demande effectivement du temps, de l'analyse, de la réflexion, d'avoir fait venir aussi les comédiens, la troupe de Kirill Serebrennikov, surtout avec ce spectacle-là et sur cet artiste-là. Voilà, donc pour plein d'autres raisons aussi, mais j'ai senti vraiment cette année une forte prise de risque tout au long de l'édition et c'est ce qui rend à mon sens ce festival assez rare et précieux et voilà, je voulais simplement saluer cela. Eh bien, je vous remercie grandement. Bonjour. Moi, je voulais simplement faire remarquer que tu as omis, peut-être volontairement, de citer L'amour vainqueur lorsque tu as cité tous les spectacles. Peut-être par modestie, et c'est dommage, parce que L'amour vainqueur a été une bouffée d'air frais, quelque chose d'extraordinaire qui a eu un succès phénoménal, qui est tout à ton honneur, et je regrette que tu n'en aies pas parlé un peu plus longuement. Voilà. Bon, alors le directeur a parlé de ses coups de cœur pendant le festival. Le metteur en scène parlera volontiers de L'amour vainqueur avec vous tout à l'heure sous les micro-couliers. Comme d'habitude, depuis 70 ans ou 80, je ne sais pas, je remercie le festival, je remercie Olivier pour sa présentation, sa prise de risque. Effectivement, le théâtre chinois, la troupe de Meng, je n'ai jamais applaudi franchement autant. Après, je pense que c'était Warlikowski, la première fois qu'il est venu à Avignon. Avec mon ami, je ne pouvais pas partir, franchement, les comédiens étaient là. Derrière, ils ouvraient une partie du décor. Nous, on était là comme des passionnés de ce... Voilà, j'ai écrit un texte que j'ai donné à Meng, d'ailleurs. Et autre chose, que vous n'ayez pas... L'amour vainqueur, oui, c'est très beau, c'est pas ça, mais vous n'avez pas, dans ce cas-là, parlé de Macbeth, mais vous n'allez pas parler de tout. Et surtout, Macbeth, c'est un travail remarquable que vous faites, mais tout le monde le sait, avec les détenus du Pontet. L'année dernière, j'avais fait la queue pendant 2h30 pour avoir Antigone. Cette année, j'ai fait la queue pendant 1h30 à la Chartreuse au soleil. Mais j'ai été récompensée et alors le choix de Macbeth, mais bravo, parce que c'est tout de même la pièce la plus sanglante de Shakespeare. On baigne dans le sang, on baigne dans le meurtre, plus que dans Richard III. Et le fait d'avoir choisi, j'en suis, mais vous voyez, juste de parler, j'en ai des frissons. Et j'ai discuté avec Ray One, qui l'année dernière jouait Créon. Et je me suis dit, mais jouer ça, la scène du meurtre, mais la scène du meurtre, toute ma vie, je m'en rappellerai, où il était comme une prière, il susurrait une prière,
à côté de la chambre des enfants, et il a dit Amen. Enfin, mais franchement, vous avez fait un travail remarquable. Mais remarquable, c'est nul, c'est pas ça. Mais bravo, bravo pour cette prise de risque que vous faites. Et moi, je suis si triste que déjà, nous n'ayons plus qu'un an à vous avoir. 2 ans. Mais les années à mon âge passent si vite que je suis quand même triste. Voilà, mon cher Olivier. Je serai très triste aussi dans 2 ans, mais pour l'instant, je suis très heureux. Désolé de devenir extrêmement terre à terre. Il y a 2 ans, face à des difficultés un petit peu on va dire, à la pudeur des subventionneurs, vous aviez eu comme décision de dire, puisque c'est ça, il y a 2 jours de moins, point final. L'année prochaine, combien de temps durera le festival? Alors je ne sais pas encore, je n'ai pas encore les dates du festival, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, je ne pense pas qu'on aura un festival plus court, ce n'est pas mon désir, ça n'a jamais été. Nos budgets ont été légèrement indexés l'année dernière, donc ça vous évite mon habituelle plainte sur le sous-subventionnement du festival. Mais enfin, notre festival reste petit financièrement si on le compare avec son immense prestige. Merci à tous.